Blur sur Nova avec Parklife. Le score sur Radio Nova. Et je crois que mon invité est plus Song2 que Parklife, mais j'espère qu'il m'en tiendra par rigueur. Comme il est très bon comédien, de toute façon, il saura incarner un homme heureux. Ce qui n'est pas souvent le cas, d'ailleurs, au ciné. Repéré chez Xavier Dolan, couronné d'un César après sa collaboration avec Arthur Harari dans Diamant Noir. Il brille avec la même habileté chez Catherine Corsini dans Un amour impossible, chez Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ou dans Sibylle de Justine Triet. Une filmo absolument non exhaustive à laquelle j'ajoute des prestations de qualité dans des séries comme Totem, Ad Vitam ou D'argent et de sang. Vous pourrez le voir dès demain se faire traquer dans Les tourmentés de Lucas Belvaux. Bonjour Nils Schneider. Bonjour, bonjour. Alors, on est d'accord, plus Song2 que Parklife, si j'ai bien compris. Je connais pas Song2. De Blur ? Song2 de Blur, ouais. Évidemment, ouais, ça me ramène à des souvenirs quand je faisais du snow avec Blur dans les oreilles à fond. Ouais. Donc, plus j'adorais. du côté rock'n'roll de la force. Ouais, c'est vrai. On parle des tourmentés, justement. Quel état de tourment à l'approche de la sortie d'un film ? T'es tracker ou t'es très détendu ? Je suis pas tracker parce que j'ai l'impression que ça reste assez abstrait en fait, j'avoue. Comme je lis pas, là en tout cas ça dépend, parfois j'essaie de résister à la tentation de lire les critiques et puis les spectateurs, bon je les ai rencontrés là à Angoulême, ça c'était vraiment, c'est génial de pouvoir recevoir leurs commentaires, de recevoir leur avis à chaud. Mais sinon, j'avoue que ça m'appartient plus trop. J'essaie le plus possible de me concentrer. Ça fait grand sage et tout, mais j'essaie, c'est vrai, le plus possible je me dis mon travail, il est fait, je peux pas le changer. Donc voilà, advienne que pourra. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Une grande place. Ça a plein de fonctions différentes, la musique. J'aime bien la musique le matin pour jouer avec mon fils. Je suis un grand fan de jazz, donc, mais j'ai presque constamment des écouteurs sur moi. Je mets la musique le soir pour m'endormir. Ça a une énorme place. Et puis c'est pas seulement... alors, il y a une histoire familiale aussi. Mes frères sont tous musiciens. Et c'est vrai que j'aurais pu, en tout cas, c'est quelque chose que je crois que j'aurais pu aimer faire, quoi, faire de la musique. Faire de la musique ou être rockstar ? Je sais pas, on dirait que ça vient toujours un peu ensemble. Mais faut avoir un peu d'ambition quand même. Comment ? Faut avoir un peu d'ambition, quitte à faire les choses. Ouais, non, le rêve absolu, moi, vraiment, pour moi, c'est les Daft Punk. C'est à la fois d'être des rockstars, mais dans l'anonymat total. Ah ouais. Ça, c'est... Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ça la conclusion. Je t'ai demandé de choisir 5 titres dans les playlists de Nova. Pour démarrer, tu as opté pour Bob Marley, Jamin, et on en parle juste après. Bob Marley sur Nova avec Jamin, le choix de Nils Schneider dans le score aujourd'hui. Pourquoi Bob Marley ? Pourquoi Bob Marley ? Parce que je sais pas, quand j'ai vu ce titre, je me souviens que j'étais obsédé par cette chanson quand j'avais 12 ans. J'allais à l'école et j'écoutais Jamming en boucle et c'était le meilleur moment de ma journée, quoi. Je savais qu'après c'était les cours, les professeurs, là, un peu l'ennui et je sais que ce moment-là, quand je partais de chez moi jusqu'à l'école, le trajet de 35 minutes, j'écoutais en boucle Jamming et c'était l'extase, quoi. Dans un instant, on parle du film Les Tourmentés, on écoutera aussi Bob Dylan et ce sera juste après la pub. Bob Dylan sur Nova, I Want You, un titre, je ne vous le cache pas, choisi pour mon invité Nils Schneider, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une très solide fanatitude concernant Dylan. Depuis longtemps, Dylan et Leonard Cohen, ces deux artistes vraiment qui n'ont pas arrêté de me suivre depuis mon adolescence. Et Dylan, je l'ai vu plein de fois en concert, des bons, des moins bons, parfois il n'était pas du tout en forme. Parfois il s'est arrêté de jouer pendant le concert et je l'ai revu. Je suis quand même retourné le voir après. C'était des plus beaux concerts de ma vie et j'aime tout chez lui. J'aime il a une aura exceptionnelle. Il a ses textes. J'aime toutes ces périodes, je crois. Je crois que j'aime vraiment toutes ces périodes.
des années 60 jusqu'à ses derniers albums. Je trouve que même son dernier album, il est très très beau, je trouve. T'aurais aimé l'incarner au cinéma ou au contraire on touche pas? J'ai du mal à me projeter. Après, moi j'avais très très peur, j'avoue, du Chalamet qui incarnait. Et j'avoue que j'ai jamais vu aussi bien. Je trouve que c'est bizarrement, c'est fou, c'est en jouant quelqu'un d'autre que je trouve que c'est la première fois où je trouve que cet acteur se révèle vraiment. Ouais. Et je trouve qu'il fait un très 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 beau Dylan. Et c'était un très beau film. Ouais. Mangold, je suis pas fou des biopics, mais Mangold, il est quand même très doué. Ouais. On parle aujourd'hui du film Les Tourmentés dans les salles demain. Tu es Skender, un invisible, incapable de vivre en famille avec ses garçons et Manon, Déborah François. Skender est approché par un ancien frère d'armes, Max, Ramzi Bedia, au service de Madame, Lindan Femme, et Madame aime la chasse. J'ai chassé tous les gibiers. Chasser, traquer, pister. C'est ma passion. Une drogue presque. Ma patronne cherche quelqu'un comme toi. Je vous propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente? Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates. On mettra les chiens sur ta piste. Tu n'as pas le droit de t'armer. D'après Max, vous n'étiez pas un soldat comme les autres. T'es toujours parti sans prévenir. On restait des semaines sans nouvelles, sans savoir si t'allais revenir. C'était ça notre vie avec toi. Les garçons, c'est ce que j'ai de plus important. Je pourrais mourir pour eux. Voici le deal proposé. Que vaut une vie humaine quand elle appartient à un homme qui n'est plus rien? Est-ce que c'est cette question qui t'a fait plonger? Oui, entre autres. C'est un ancien légionnaire qui ramène la guerre avec lui. En fait. Vraiment, qui n'arrive pas à retourner à la vie civile, qui n'arrive pas à retrouver un lien avec ses proches. Donc il observe sa famille de loin. Comme c'est un spectateur. C'est comme un spectateur. Il n'a plus de dignité, il n'a plus rien à perdre. Et bizarrement, avec ce pacte diabolique, mortifère, il va retrouver une pulsion de vie, une envie d'exister, une envie de vivre. Il va retrouver un lien avec ses proches, même sachant qu'il est condamné. Alors, précisons que le film n'est pas techniquement une chasse à l'homme, c'est presque un récit initiatique, une aventure intérieure, exactement, parfois. C'est ça qui m'a plu, parce que le pitch est comme ça, très attrayant, il y a quelque chose de tout de suite prenant, mais comme je savais que c'était Lucas Belvaux qui les réalisait, pour moi il a un côté Clint Eastwood français, Lucas Belvaux ou belge, mais c'est ça qui m'a plu, c'est que je savais très vite que le récit allait bifurquer vers quelque chose de beaucoup plus sur les dilemmes moraux, sur quelque chose de beaucoup plus universel, et des thématiques, une réflexion sur les blessures, sur la paternité, sur les rapports de classe, de pouvoir. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé dans le film. Un solitaire de nature extrêmement taiseuse, est-ce que c'est un rôle facile à investir? Non, c'est pas facile, parce que tu dois faire exister les choses finalement par le silence, et ça me demande de faire confiance en fait, que si on le ressent, et il y aura quelque chose de lisible pour le spectateur, ou pour voilà. Mais non, c'est pas les rôles les plus évidents finalement, les rôles de ces autres. Mais c'est intéressant à jouer, parce que c'est des rôles qui sont très sensibles. Ouais. Et c'est un film qui est adapté du roman Les Tourmentés, qu'avait écrit Lucas Belvaux, qui était sorti en 2022. Est-ce que toi, tu avais commencé par le scénario ou par le roman? Moi, je connaissais pas le roman, et quand Lucas m'a appelé, il m'a offert le roman. Normalement, j'ai tourné plusieurs adaptations. Il y avait Revenir, j'ai tourné dans l'adaptation Un amour impossible, et j'ai l'habitude de pas trop lire justement les romans originaux pour laisser une part de liberté, et je me dis ma base de travail, c'est le scénario. Et là, dans ce cas-ci, c'est tellement particulier
le roman parce que c'est vraiment une suite de monologues intérieurs. En Oui, fait. c'est ça, c'est un accès direct à la psyché des personnages. Exactement, c'est un roman polyphonique comme ça où tout ce que justement je devais remplir par... c'est très difficile à adapter, il y a plein de gens qui pensaient que c'était inadaptable ce roman. Mais justement, vous parliez tout à l'heure des silences, et c'est comment habiter ces silences, mais c'est justement par ces pensées intimes, donc je suis revenu beaucoup au roman pendant le tournage. Pendant le tournage, c'était vraiment d'une grande utilité. Ouais. Un nouveau choix musical signé Neil Schneider. Tu as choisi David Bowie. Est-ce que j'ose te demander pourquoi Bowie en fait? Presque la réponse est dans la question, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'accompagne aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui m'accompagne, toujours. Et je pense que peu importe l'humeur, peu importe, je trouve que c'est un des plus grands artistes du dernier siècle. Toujours en compagnie de Neil Schneider dans le score, on écoute Gorillaz avec Clint Eastwood, puisque la citation littérale est arrivée il y a quelques instants. C'est ainsi que tu qualifies le réalisateur des Tourmentés, Lucas Belvaux, c'est le Clint Eastwood belge. C'est-à-dire que tu sens vraiment une sorte de filiation dans les préoccupations de réalisateur? Oui, je trouve qu'à chaque fois, moi c'est ce qui me plaît en tout cas chez Eastwood, même si comme ça peut avoir l'air assez éloigné comme univers, mais finalement non, je trouve qu'il y a quand je vois un film d'Eastwood, j'irai numéro 2 ou je sais pas, plein de ces films, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation? Il pose vraiment des dilemmes moraux qui sont hyper inextricables, quoi. Et oui, pour moi, Belvaux, en tout fait cas, ça très dans bien 38 aussi, témoins, dans Rapt, dans celui-ci, il place vraiment les personnages. Et puis une ambiguïté morale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage qui est totalement victime, ni bourreau. Là, il n'y a pas un gibier et une chasseuse. En fait, les choses deviennent beaucoup plus complexes que ça, sans rien dévoiler. Non, bien sûr, mais effectivement, dans le film Les Tourmentés, il y a quand même un indice dans le titre, ils sont nombreux. C'est que des personnages cassés, c'est que des personnages qui donnent l'impression qu'ils sont en quête d'une place particulière qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. C'est vrai. C'est des personnages qui ont vécu peut-être ce qu'il y a de pire finalement dans leur première moitié de vie. Alors, Lucas, il parle souvent d'un film initiatique, mais à rebours. C'est-à-dire que normalement, dans un film initiatique, tu as des personnages qui sont des candides un peu et qui découvrent dans le récit initiatique les difficultés du monde et la dureté du monde. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est des personnages qui ont une première moitié de vie très compliquée et puis qui vont découvrir Forme de lumière. Forme de lumière, dans une seconde partie. C'est un homme traumatisé, le personnage que tu incarnes, on le disait, Skender, c'est un homme avec des fantômes. C'est la figure du légionnaire, du mercenaire, avec ce que ça comporte de syndrome post-traumatique. Comment est-ce qu'on prépare ça? Est-ce que tu t'es renseigné justement sur tout... Alors étrangement, c'est la deuxième fois que je joue un militaire qui a des syndromes post-traumatiques. J'ai tourné un film qui s'appelle Sentinelle Sud. Et là, pour le coup, Mathieu Géraud, le réalisateur, m'avait envoyé, j'avais une énorme documentation j'avais vu beaucoup de récits, beaucoup de documentaires là-dessus, notamment sur des soldats qui revenaient d'Irak et qui étaient, c'est hyper impressionnant les images, quoi, quand tu les vois dans leur quotidien, parce que ils sont vraiment hantés. Ils sont vraiment hantés par les morts. Ils ont des hallucinations. Ils voient. Ils ont des hallucinations des gens qu'ils ont pu tuer dans la guerre et qui reviennent se venger. Donc, oui, là, j'ai relu. Je me suis concentré surtout sur les légionnaires. Je voulais savoir. Parce que c'est un personnage, Skender, qui a une culture. Très viril. Très viril. C'est des hommes qui vivent entre hommes, avec bien sûr, évidemment. Très viril. Et c'est ce qui intéressait aussi Lucas et m'a intéressé, c'est de questionner justement cette culture de la virilité. Justement, c'est quelqu'un qui quelque part, c'est un peu un mauvais livre, mais c'est vrai, qui est intoxiqué par cette culture-là. Et qui a jamais connu de tendresse, qui ne sait pas, il aime, mais il ne sait même pas comment aimer. Le personnage, au début, pour lui, il connaît finalement assez peu ses enfants. Il a l'impression, il a une vision très héroïque, très masculine de la chose, en disant je vais me sacrifier pour eux, je leur laisserai quelque chose. Mais finalement, c'est pas ça l'important. C'est pas ça la paternité. Ça va être finalement dans ce rapprochement-là qu'il va rencontrer peut-être pour la première fois quelque chose d'autre et de plus lumineux.
Tu parlais des dilemmes moraux posés par les films de Clint Eastwood ou de Luca Belvaux, ces films qui font qu'on se pose la question, nous, en tant que spectateurs, de dire « mais moi, à sa place, qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que c'est une question que toi, tu t'es posée dans ton travail préparatoire ? Oui, ben moi en tout cas, mon travail c'est d'essayer de me rapprocher le plus possible de ce personnage et de m'y coller quoi, donc et de le comprendre le plus possible, même s'il y a toujours une part des personnages qui reste énigmatique. C'est peut-être la meilleure partie d'ailleurs, mais oui, je me pose évidemment la question. Puis pas seulement pour Skender, mais pour Max, qui va trahir le personnage de Ramsey, qui est un très beau personnage et qui va trahir finalement son frère d'armes. Mais parce que tout d'un coup, c'est un clochard parce qu'il n'y a plus rien à perdre et il se dit finalement il vaut plus grand chose. Et puis quand le personnage par l'argent retrouve une dignité humaine, retourne une forme humaine, et là finalement il a plus de mal à l'abattre ou à le mettre à mort. Mais je me suis posé cette question du dilemme aussi parce que typiquement sur ce genre de rôle, sur celui de Skender, je me suis demandé si une partie aussi de ton travail n'était pas de le tenir un minimum à distance. Tu vois ce que je veux dire, de ne pas aller chercher des points communs entre toi et lui et d'avoir un truc un peu... Avec Skender ? Ouais. Oui, mais de plus en plus, moi, en fait. Mais c'est vrai, sur ce film, j'ai pas essayé de coller à 100%. De toute façon, il y avait trop de choses. Puis le film n'est pas non plus d'un... Il y a un style qui est assez... une stylisation qui est assez assumée. Finalement. On n'est pas totalement dans l'hyper-réalisme, c'est-à-dire que... je ne veux pas trop en dire, mais il y a différentes temporalités dont on ne sait pas exactement à quoi elles correspondent. Et c'est hyper intéressant dans le cadre du récit. Tu parlais de lui il y a un instant, mentionnons-le, Ramsey Bédia, que tu retrouves pour D'argent et de sang, alors pour le coup dans des rôles très différents de ceux que vous avez incarnés. Est-ce que ça aide d'avoir un camarade de jeu qu'on connaît déjà sur ce jeu? Ramsey, c'est vraiment un partenaire fantastique. On a passé un an ensemble sur le tournage d'Argent et de sang. Donc on se connaissait très bien. Et c'est un gain de temps. Parce que sur un tournage, parfois, avec les partenaires, on se rencontre une après-midi pour une lecture. Et puis on ne les revoit pas. Et puis tout d'un coup, il y a un lien, une alchimie qui marche ou qui ne marche pas. Tandis que là, je savais que j'allais y croire tout de suite. En revanche... le premier jour de tournage, les deux, on avait très peur. Lui, il avait peur de voir Jérôme Mathias. Moi, j'avais peur de voir Fitous. Je me suis dit, et dès que je l'ai vu habillé en costume, au moment d'action, j'ai vu son regard qui changeait. Je me suis dit, ok, c'est bon. C'est plus Fitous, c'est vraiment Max. Voilà. Dans un instant, une version beaucoup moins dangereuse du jeu des dilemmes. 2 propositions, un choix et l'opportunité de connaître un peu mieux Neil Schneider. En tout cas, j'espère. Ce sera juste après la pub. Diana Ross sur Nova, le choix de Neil Schneider. J'ai l'air interrogative. Non, il n'y a aucune interrogation. Mais on peut pas aimer cette chanson. Non. Elle est extraordinaire. Non, j'ai joué faux. J'ai parlé faux, en fait, en quelque sorte. Non. Mais j'adore cette chanson. Pareil, c'est une chanson que j'ai découverte il y a 15 ans. C'est que des choses d'adolescence, bizarrement. Surtout sur la musique, même plus que sur les films, je trouve les musiques qu'on écoute à ado nous suivent pendant longtemps. Très longtemps. Pour le meilleur et pour le pire. J'ai annoncé un jeu de dilemme, c'est tout simplement un tu préfères. Voilà, l'idée c'est je te propose 2 options, parfois 3. Il faut trancher et tu as le droit d'élaborer juste après. Vie sur les planches, il ne reste plus qu'une seule pièce à jouer pour toute une vie. Harold et Maude pour jouer ce jeune homme passionné par les enterrements ou Roméo et Juliette pour jouer l'enterrement de ce jeune homme. 2 pièces que tu as jouées. Non mais évidemment. Les deux c'est l'enfer quand même. J'ai joué toute une vie la pièce d'état déjà. Roméo et Juliette, j'ai fait 80 fois, je trouvais que c'était beaucoup. T'étais formidable. Moi, je me souviens, j'étais venue au théâtre de la Porte Saint-Martin et je m'étais dit waouh. Ah ouais, merci. Je dirais Roméo et Juliette. Ouais. Alors, continue à t'impressionner. Super. Tu obtiens un ticket magique. Tu vas explorer le monde adolescent de Hook ou celui de Jumanji. Il y en a un qui est plus dangereux que l'autre. Ouais. Jumanji. Quand même. Oui, en espérant voir Robin Williams. Ouais. Et c'est pareil, ça fait partie des films que tu as beaucoup regardés de ton imaginaire ado. Oui, alors plus enfant que ado. Ouais, plus enfant, mais oui, j'ai l'impression l'enfance c'est une époque qui est pour moi assez floue, bizarrement.
et de la petite enfance. Et je sais pas, quand je pense à des films, je pense toujours à ces deux-là. C'est une forme de trac aussi, Jumanji. Mais tout à fait, il y a on quelque chose. On n'est pas si loin. C'est peut-être la version enfantine des Tourmentés, mais enfin bon. C'est vrai. Rencontre de l'au-delà, un espresso avec Ben Gazzara, réalisateur et acteur fétiche de Cassavetes, un thé avec River Phoenix ou un apéro avec Belmondo. Putain, c'est dur. Ouais, je sais. Gazzara. Ouais, parce que passion pour Cassavetes. Et passion pour Cassavetes, et puis même pas seulement pour Cassavetes, pour lui. Pour Gazzara, passion, c'est immense acteur. Il a l'air tellement sympathique. Il a l'air tellement sympathique. Quand je regardais encore une interview de lui tout à l'heure dans le taxi. Ah oui. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est une interview que je connaissais pas. Oui, il parlait de Cassavetes. Je trouve qu'il est vraiment dément. Puis c'est avec ses yeux comme ça, de Labrador et puis Colombo. Ouais. 2 propositions américaines simultanées, tu ne peux pas te dédoubler. Tu pars tourner avec David Fincher ou avec les frères Cohen? Fincher. Ouais, Fincher. Passion polar. Passion polar. Puis je pense qu'il a une manière de travailler tellement particulière, tellement précise. Ça lui arrive de faire 150 prises comme ça. Il a une recherche comme ça. Presque maniaque de la perfection, et puis il a vraiment fait des films qui m'ont très fort marqué, les frères Cohen aussi évidemment, mais ouais. Quoi de Fincher? Social Network, vraiment, je crois que c'est mon préféré. Gone Girl, il y en a plein. Dans ta discothèque, il ne reste plus qu'un seul album. Il est signé Leonard Cohen ou Neil Young? Cohen. Ouais. Là, il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation. Non, j'adore Neil Young, mais j'adore Neil Young. Mais pour moi, Cohen, je crois qu'il est vraiment au-dessus de tout. Ouais. Et deuxième retour en territoire ado, mais pour un date cette fois. Tu dînes avec Neve Campbell, la comédienne de Scream, ou Alicia Silverstone, celle de Clueless? Oui, ça va te poursuivre. Tu les as cités à de multiples reprises. Moi, je ne pouvais pas résister. On dit des trucs, puis après, Ah oui, c'est premiers émois. Neve Campbell, je crois. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Dans un instant, on revient sur ton parcours, mais juste avant, profitons de la voix de Joe Strummer. On écoute Clash avec Magnificent Seven. Walk on the Wild Side, Lou Reed, le choix de Neil Schneider. Oui, Walk on the Wild Side, alors je me souviens, Walk on the Wild Side, j'avais fait mon premier voyage à New York, quand j'étais en voiture de Montréal jusqu'à New York, j'avais mis cette chanson littéralement pendant tout le trajet, pendant 6 heures en boucle. Et, ça forme un imaginaire particulier de la ville. Ouais. Et du coup, chaque fois que j'ai cette chanson, j'ai des images de la route vers New York qui me reviennent, et l'arrivée comme ça à New York aussi. Donc, Je te propose un petit retour sur carrière avec un extrait de bande-annonce. L'histoire de Victor Ullmann, né dans une famille de diamantaires à Anvers, en Belgique. Sa main a été broyée par une machine devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider. Et là, c'est les caméras. Il y en a pour combien? Il a parlé de 20 millions. Je sais qui fait mal, je sais qui paie, je sais qui souffre. Diamant noir d'Arthur Harari en 2017, une prestation qui t'a valu le César de la révélation masculine. Et alors, dans le documentaire qui s'appelle Souvenir de César sur Canal+, tu reviens sur ce moment des Césars et tu parles de la pression qui était liée à la fierté familiale, des attentes qu'il y avait sur... parce que ton père était persuadé que tu allais l'avoir. Ouais. Alors, c'était pas une pression qui me mettait consciemment. C'est moi qui ressentais cette pression-là, mais je me la mettais toute seule. Mais oui, mais c'est mon père qui disait tu vas l'avoir. Non, mais c'est ça qui est terrible avec ces prix, c'est que il y a quand même une partie un peu roulette, quoi. C'est un peu la loterie. Et toi, ton travail, tu l'as fait, mais tu sais pas, c'est pas une compétition sportive. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est pour les proches, c'est très important. Ils mettent beaucoup d'espoir. Et du coup, moi, j'étais persuadé que je l'aurais pas et que j'allais devoir rembourser le billet d'avion de mon père qui était venu à la cérémonie pour me voir recevoir le prix. Ça a changé quelque chose, le César, concrètement? Changer concrètement, je sais pas. Non, en tout cas, je me rends pas compte.
J'étais très heureux de la voir. J'étais très heureux de la voir, mais on l'oublie vraiment. On l'oublie assez vite. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va t'aider sur le prochain tournage. Oui, c'est pas un totem magique. C'est pas un totem. Non, il y a vraiment rien de magique. Non. Finalement, on se dit bon, ok, super, mais là... Et puis en plus, faut se dire, faut être à la hauteur maintenant. Ouais, bah ça va depuis quand même, non? Oui, mais du coup, c'est une pression avant. Une pression avec soi-même, voilà. pour le coup. Ouais. Avant Diamant Noir, il y avait aussi eu 2 films avec Xavier Dolan, J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires. Mais à quel moment est-ce que toi, tu t'es senti aligné ou en tout cas à ta place? Bah, je dirais que c'est avec Diamant Noir, en fait, vraiment. Ouais. Je pense que c'est le premier film que j'ai tourné où il y avait une synergie assez parfaite entre le réalisateur, la vision d'Arthur, le personnage. C'est un personnage que j'avais vraiment envie de jouer. On avait les mêmes envies de cinéma. Et dans sa manière de diriger, je sais pas, il y avait tout me plaisait, quoi. Tout me plaisait. C'était assez... Je suis très très heureux parce que là je viens de retourner avec lui un film qui s'appelle L'Inconnu. Ouais. Qui est l'adaptation de la bande dessinée, de la bande dessinée qu'il a coécrit avec son frère Lucas David Zimmerman. Tu as aussi joué dans des séries télé, ce qui est une manière très différente d'entrer chez les gens. Et je me suis demandé de quel rôle est-ce qu'on te parle le plus aujourd'hui? Bah, c'est vrai, c'est d'argent et de sang dont on parle le plus parce que ça a été vu par plusieurs millions de Français. Donc, présenté au Festival de Venise, par ailleurs. Présenté au Festival de Venise, Mostra, ouais. C'est sûr que la télé amène une popularité qu'il y a moins, en tout cas dans le cinéma d'auteur en France. Ouais. Et c'est un plaisir particulier de pouvoir tenir un personnage sur une durée beaucoup plus longue. Moi j'aime bien. J'aime bien. Ouais. J'aime bien quand il y a des séries qui ont des vrais parcours, des personnages qui ont des grandes trajectoires et que c'est tenu, que c'est rigoureux, que c'est pas, ça tourne pas à vide, qui peut être un peu l'écueil de certaines séries. Mais quand il y a une série dense comme ça, comme d'Argent et de sang sur 12 épisodes, un an de tournage, ça permet d'aller très en profondeur dans un personnage. C'est vraiment génial. Et la comédie dans tout ça? Bah, alors, la comédie, c'est marrant parce que tout le monde me pose. Alors là, je pense que c'est peut-être à cause ça s'appelle en plus Les Tourmentés, on dirait que c'est super grave et du coup on me dit mais alors la comédie. Mais bien sûr. Mais la comédie, moi j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ouais, moi je pose la question parce que je suis sûre que tu serais très bon dans ce registre. Bah moi j'aimerais beaucoup. Alors là, on a fait quelque chose avec Ramzy. Justement, il m'a invité, il me dit mais tu devrais faire de la comédie, machin. Je vais faire Zorro. Est-ce que tu as envie d'être dedans? Je fais oui. Et donc j'ai été sur leur tournage, je raconte pas trop ce que c'est, mais j'ai fait une comédie, ma première comédie avec Eric et Ramzy. Mais c'est bien entouré ça déjà. Très bien entouré. Ouais. Mais je trouve que c'est un genre tellement dur la comédie. C'est tellement dur à l'écriture, et ça peut être très ingrat. Et ça peut être très ingrat, c'est très casse-gueule. Parce que voilà, ça rit pas, c'est pas drôle, ça passe ou ça casse. Donc et oui, je trouve que il y a beaucoup de comédies, mais il y a très peu vraiment de très bonnes comédies, je trouve. Mais j'aimerais beaucoup en faire. Nouvelle pause musicale, je te propose Shuggy Otis. Ah, j'adore. Voilà. Très bien, merci. Talking Heads sur Nova, This Must Be the Place, c'est le choix de Neil Schneider. Ah oui, il n'y a pas de raison particulière, j'adore cette chanson. Ça me met de bonne humeur. Voilà. Très belle utilisation de Talking Heads chez Fincher, dont on parlait il y a un instant, dans la série Mindhunter. Psycho Killer à la fin de... Je l'ai pas vu. C'est à rattraper. C'est à rattraper. Si je peux me permettre. Ouais, c'est vrai, je sais pas. On parlait de ta participation au prochain film d'Arthur Harari. À venir également, Le Général Leclerc. Dans De Gaulle, le film d'Antonin Baudry. Ouais. Très hâte de voir, moi j'ai rien vu encore, et c'est un diptyque, ces deux films. Donc pareil, très long tournage sur un an. Le scénario était vraiment exceptionnel et c'était une expérience de folie de jouer ce personnage Leclerc. Je connaissais pas très bien Leclerc, c'est une espèce de double comme ça de Gaulle, mais homme d'action. C'est toute une partie vraiment de la guerre que je connaissais pas du tout, toute la partie africaine des colonies
Et j'ai très très hâte de voir ce film. C'est une expérience très forte. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai hâte de voir le film. En attendant, Les Tourmentés, c'est demain en salle. Et c'est Oui. remarquable, si je peux me permettre. Merci. Une autre formalité à remplir, questionnaire musical. Là, cette fois, il faut répondre du tac au tac et c'est lié à des souvenirs. Okay. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas une bonne mémoire. Mais... Oui, ok, bah, allons-y. Tu chantes sinon. Au pire, je réponds n'importe quoi. Okay. Ouais, allez. Quel titre symbolise le mieux l'enfance? En tout cas, la tienne. Quel titre l'enfance je dirais... Cat Stevens. Father and Son. Très bien. Ouais. Le titre de l'adolescence? Je dirais... Jesse Hotel, Leonard Cohen. Ton hit de karaoké? Tout Laurent Voulzy. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, très bien. Monsieur Chantron Collection. Ouais. Voilà, ok, très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Marche également avec tout Laurent Voulzy. Ouais, ça peut marcher. Je peux avoir une ou deux chansons de Céline Dion. Ouais. Très bien. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Diana Ross. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir? Sortir de la piste de danse, c'est pas obligé d'être une méchanceté, hein. Ça peut être une non-maîtrise du genre, hein. On n'est pas... ah oui, Sean Paul. Très bien. Ouais. Ta chanson de comédie musicale préférée? De Ben Wagen. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? La musique de Miyazaki. Ok. Ouais. Et enfin, dans la catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Petite Marie. De Cabrel? Ouais. Ouais, c'est vrai que ça reste bien ça. Allez, c'est gagné pour toute la soirée. Ah ouais. Merci beaucoup Nils Schneider. Je rappelle donc que Les Tourmentés de Lucas Belvaux, c'est dans les salles demain. Il y a également Déborah François, Lindan Pham, Ramzi Bedia. Le film est remarquable. Voilà. Moi, ça m'a hanté pendant quelques jours. Allez-y alors. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club.